Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser les dérivés, à comprendre ce que c'est une dérivée, hein, pour ceux qui étaient perdus, qui comprenaient pas forcément la notion. Aujourd'hui, ça va être la bonne occasion pour enfin comprendre de quoi on parle. Allez, c'est parti. Donc on rentre rapidement dans le vif du sujet. Donc on va donner une définition simple et rapide d'une dérivée. Donc une dérivée, c'est tout simplement un outil qui va nous permettre de pouvoir calculer les variations d'une fonction, c'est-à-dire savoir grâce à la dérivée quand est-ce qu'une fonction elle est croissante, quand est-ce qu'une fonction elle est décroissante et quand est-ce qu'une fonction elle est constante. C'est vrai que là, peut-être pour certains, ils peuvent écarquer les yeux parce qu'ils ne voyaient pas forcément le lien entre fonction, dérivée et variation d'une fonction. Donc là, l'objectif, c'est juste de retenir, cette étape-là, parce que par la suite, ça va nous permettre de simplifier ensuite les explications. Remontons, aux origines. Là, les prérequis concernant ce cours, c'est de se rappeler de ce qu'est premièrement une fonction, ce qu'est une fonction affine et ce qu'est le coefficient directeur. Donc pour ceux qui ne savent pas encore ou qui ont encore du mal avec ces notions-là, je vous invite à les revoir et ensuite de reprendre la vidéo. Donc on va quand même refaire quand même une petite piqûre de rappel concernant ces notions, rapidement aussi de coefficient directeur. Donc le coefficient donc on rappelle qu'une fonction affine, elle est du type f de x est égal à ax plus b, où a et b ce qu'on appelle des paramètres de la fonction, et x la variable de la fonction, donc x c'est l'antécédent, et f de x bien entendu c'est l'image. Donc on sait que pour connaître la variation de cette fonction, il suffit d'observer le signe du coefficient directeur a. Donc on rappelle que a est ce qu'on appelle le coefficient directeur, b est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, hein. Donc c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire c'est l'ordonnée, c'est l'endroit où la droite de la fonction affine va se joindre avec la courbe des ordonnées. Donc par exemple ici, on a un petit exemple avec f de x est égal à moins 4x plus 8. On voit que plus 8, on voit que ben, la droite coupe avec l'ordonnée 8 à ce niveau-là. Voilà. Donc, revenons concernant le coefficient directeur d'une fonction affine. Donc, on a juste à regarder en fait le signe du coefficient directeur a, donc qui est ici, pour en fait savoir si la fonction elle est croissante ou décroissante. Donc, si le signe du coefficient directeur est positif, donc si a est supérieur à 0, alors donc f de x est croissante. Si a est inférieur à 0, alors f de x est décroissante. D'accord? Et bien entendu, si a égale 0, alors f de x est constante. Et donc ce qu'on observe ici, donc deux petits exemples, donc on les reprend. Donc sur la figure, premièrement une, donc celle de droite, on voit qu'on a f de x est égal à 3x plus 8, hein. Donc on voit que le coefficient directeur de cette fonction est positif, et donc on observe le graphique correspondant que cette fonction est bien croissante. Et à l'inverse, on observe que sur la deuxième fonction f de x de la figure 2, on a f de x est égal à moins 4x plus 8, et on observe donc que le coefficient directeur est négatif, et donc que cette fonction-là est décroissante. Aussi, ce qu'on va faire, c'est rappeler la formule du coefficient directeur. Donc là, le coefficient directeur A s'écrit sous la forme de A est égal à f de y
moins f de x sur y moins x. Donc, cette formule, c'est une formule souvent donc, qui a été utilisée par les élèves, que ce soit de première et de seconde, parce qu'on apprend aussi cette formule en seconde. Euh, et en fait, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie en fait à quel point la droite monte ou descend lorsque x avance donc d'une unité. C'est-à-dire, par exemple, lorsque x passe de 0 à 1, de combien j'ai augmenté? Lorsque x passe de 2 à 3, de combien j'ai augmenté ou j'ai descendu, bien entendu. Si le coefficient directeur est négatif, on va descendre. Donc prenons par exemple la fonction de la figure 1, donc 3x plus 8. On va essayer de calculer le coefficient directeur pour que vous compreniez bien. Donc on prend les points moins 2 et 0. Donc x moins 2 et y, on prendra 0. Donc f de y, c'est donc f de 0, c'est 8. Donc on remplace. Ok. Donc c'est 8. F de x, donc f de moins 2, c'est 2. Ok. Sur donc 0 moins 2. Donc 0 moins 2. Ce qui donne donc 6 sur 2, parce que moins fait plus. Ce qui donne 3. Donc sans surprise, on retombe sur le coefficient directeur de la fonction. Ok. Et en fait, ce qui signifie que si j'avance de une unité, ce qu'il faut comprendre en termes d'une unité, c'est une unité au niveau des carreaux. Donc là, j'ai donc de 0 à 2, j'ai 2 unités. Donc une unité, c'est la moitié. Et donc si j'avance d'une unité, donc par exemple, si je devais passer de 0 à 1, donc du coup, logiquement, j'augmenterai à 8 plus 3, ce qui ferait 11. Voilà. Donc, maintenant, on va parler du taux d'accroissement. Donc, juste avant, donc, on rappelle, on a vu le coefficient directeur. Le souci, c'est que cette méthode, elle est utilisable que sur une fonction affine. Donc, on va pas forcément pouvoir l'utiliser sur une fonction euh, plutôt générale. Donc, par exemple, on ne peut pas l'utiliser sur une fonction comme f de x est égal à x carré. Cependant, on va pouvoir avoir un début d'outil qui peut potentiellement nous aider et qui ressemble fortement, donc le taux d'accroissement. Donc on introduit le taux d'accroissement, il est noté taux et il est défini comme taux est égal à f de b moins f de a sur b moins a. Donc il s'agit essentiellement de la formule du coefficient directeur, mais là en fait elle est vraiment adaptée aux fonctions générales. Donc on voit bien en l'étudiant qu'en fait, donc au niveau du numérateur, on va essayer de calculer la différence verticale, c'est-à-dire entre f de b et entre f de a, donc la différence. Et au niveau du dénominateur, on va calculer donc b moins a qui correspondrait à la différence au niveau horizontal. Et bien entendu, du coup, le rapport a la même interprétation qu'au niveau du coefficient directeur, c'est-à-dire que le taux d'accroissement, au final, ce qu'il nous donne, c'est en avançant de 1, de combien j'augmente et de combien je diminue au niveau de la fonction, mais cette fois-ci qui est générale. Donc par exemple avec x carré. Donc par exemple, si on prend la fonction x carré, on va essayer d'étudier un peu le taux de variation au niveau du graphique. Bon, là on a un graphique, on a pris 2 points mais qui correspondent pas forcément aux points qu'on va prendre qui sont 3 et 5 pour plus de facilité. Donc si on calcule le taux de variation, le taux d'accroissement au niveau des points 3 et 5, donc on va calculer. Donc taux est égal donc sur f de 5, on a juste à recopier la formule, hein. F de 5 moins f de 3 sur 5 moins 3. Ok. Donc f de 5, donc ce qui correspond à 5 au carré, ça donne 25. F de 3, donc ce qui correspond à 3 au carré, ça donne 9, sur 5 moins 3. Ce qui donne donc 25 moins 9 donne 16, et 5 moins 3 donne 2.
ce qui donne donc 8. Et donc on sait que au niveau des intervalles entre 3 et 5, on sait donc que le taux d'accroissement correspond à un taux d'accroissement de 8. Donc on sait que la fonction euh, va potentiellement donc croître avec un taux d'accroissement à 8. Faut noter aussi, c'est que l'une des petites différences aussi avec le coefficient directeur, c'est que le taux d'accroissement ne nous donne qu'une variation partielle en fonction des intervalles qu'on prend. C'est-à-dire que on ne peut connaître que du coup la variation que entre 5 et 3 en calculant le taux d'accroissement entre 5 et 3. Si on veut calculer le taux d'accroissement entre 10 et moins 5, bah, du coup, on connaîtra que la variation entre 10 et moins 5. Donc voilà un peu là aussi la différence comparée aussi au coefficient directeur, où là, le coefficient directeur nous donnait directement la variation de la fonction, mais sur tout l'ensemble de définitions de la fonction affine. Autre petit point, le taux d'accroissement peut aussi être appelé taux de variation, premièrement. Donc taux d'accroissement peut être appelé taux de variation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le taux d'accroissement est souvent modélisé par une droite, donc comme on peut le voir en fait à chaque fois, car en fait, il représente la pente ou l'inclinaison d'une fonction entre deux points. C'est-à-dire, on va permettre de savoir, bah, du coup, entre les deux points de cette courbe, quelle est mon inclinaison, donc quelle est ma pente, donc c'est pour ça qu'on utilise une droite. Et troisièmement, et ça aussi c'est une des formes que vous avez pu voir aussi du taux d'accroissement, qui est celui-ci, c'est-à-dire en posant h est égal à b moins a, alors on a f de a plus h moins f de a sur h. Hein. C'est-à-dire que ben, en remplaçant h par b moins a, donc on obtient cette formule. Donc ça y est, on pourrait se dire qu'on a trouvé un outil qui va nous permettre de pouvoir calculer les variations de n'importe quelle fonction simplement en calculant ce taux d'accroissement et en regardant le signe. En réalité, ce taux d'accroissement possède certaines limites. Hein. Sur certaines parties de la courbe, le taux d'accroissement peut nous induire en erreur. Donc on va reprendre l'exemple de la fonction f de x au carré et on va essayer de calculer le taux d'accroissement entre moins 2 et 1. Donc là, on le voit déjà, j'ai déjà mis le graphique. Donc le point A est sur -2, le point B est sur 1. On a déjà aussi tracé la pente correspondante. On voit déjà que bah, c'est une pente qui est plutôt décroissante. On s'attend à ce qu'aussi on ait un taux d'accroissement qui est plutôt négatif, donc qui correspondrait à une fonction qui est décroissante. Donc on va le calculer. Donc on reprend la formule. Donc taux est égal à f, donc f de b. Donc on va la réécrire, ça fait pas de mal. Donc moins f de a sur b moins a. Donc ce qui correspond à f de b, donc sachant que b vaut 1, a vaut moins 2. Donc f de b vaut 1 aussi. F de moins 2 vaut 4 sur donc b 1 moins 2, donc plus 2, ce qui donne donc moins 3 sur 3, ce qui donne donc moins 1. Donc on voit donc qu'on a un taux d'accroissement qui est négatif et on s'attend à ce que donc entre l'intervalle pardon moins 2 et 1, la fonction soit totalement décroissante. Sauf que ce qu'on observe, c'est que ben, la fonction est bien décroissante au début, donc à partir de moins 2. Sauf que arrivé à 0, ben, la fonction devient croissante. Donc c'est logique, c'est la fonction x au carré. Et donc on voit bien que au final, la fonction est croissante, ce qui prouve qu'en final que le taux d'accroissement peut ne pas être pertinent ici.
En fait, l'idée, elle va être de réduire la distance entre A et B au minimum pour être sûr d'obtenir un résultat correct. Donc on peut l'observer donc sur la figure 6 et 7. Au fur et à mesure, en fait, l'idée va être de réduire, de rapprocher B vers A, donc de réduire la distance entre les deux. Et c'est exactement comme ça qu'on va obtenir le nombre dérivé. Donc, pour cela, on va introduire le nombre dérivé. Donc, on reprend la formule qu'on a exprimée tout à l'heure, c'est-à-dire celle du taux d'accroissement, hein. Donc, on voit bien qu'il y a un lien entre le nombre dérivé et le taux d'accroissement. Donc, on rappelle que le taux d'accroissement, c'est sous son autre forme, taux, on l'a dit, f de a plus h moins f de a sur h, où h est égal à b moins a, et en fait, h exprime la distance entre a et b. Et donc, en fait, tout simplement, le nombre dérivé, donc f' de a, c'est égal au taux d'accroissement, ok, au taux d'accroissement quand h tend vers 0. C'est-à-dire, quand h tend vers 0, donc c'est-à-dire que c'est la limite, je vais l'écrire en dessous, la limite de h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'on obtient le nombre dérivé. Donc, qu'est-ce que ça pourrait signifier concrètement? En fait, ce nombre dérivé, donc en fait, ce qu'on observe aussi à ce niveau-là, donc quand a est quasiment sur b, c'est-à-dire tend vers 0, ben, en fait, on observe qu'on obtient une tangente au point A. Et en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que le nombre dérivé, au final, ben, il exprime quoi? Ben, comme on l'a dit tout à l'heure, au final, aussi, le taux d'accroissement, c'est un coefficient directeur. Donc, en fait, le nombre dérivé, il exprime le coefficient directeur associé à la tangente du point A. Donc du point qu'on observe, c'est-à-dire le point sur lequel on veut la variation, savoir, c'est-à-dire exactement ce point précis de la fonction, est-ce que cette fonction est croissante ou décroissante. Et donc le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente à ce point-là. Donc voilà, vraiment, c'est ça le nombre dérivé, c'est vraiment ça l'idée qu'il faut retenir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que avec le nombre dérivé, on ne regarde pas la variation sur un intervalle, mais on regarde la variation sur un point précis. Fonction dérivée. Donc la fonction dérivée est une fonction qui va nous donner le nombre dérivé pour chaque abscisse. C'est-à-dire qu'il va nous donner le coefficient directeur de la tangente. Donc on rappelle en fait que au niveau d'une fonction, on peut avoir donc plusieurs tangentes en fonction du point, en fonction du point qu'on prend. Donc ces tangentes donnent lieu donc, à des nombres dérivés qui sont différents. Et donc la fonction dérivée va nous permettre de pouvoir relier l'abscisse au nombre dérivé de la fonction. Donc c'est son utilité. On va prendre un exemple. Si on prend par exemple la fonction f de x est égal à x carré, donc je prends la fonction f de x est égal à x carré. Ok. Donc là, sur la droite, vous avez donc ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, on nous donne des fonctions et en fait, il y a des fonctions dérivées qui sont déjà définies. Donc, par exemple, pour la fonction c qui est la fonction constante, c'est-à-dire f de x est égal à 1, 2, 3, etc., etc., on sait que le nombre dérivé sera égal à 0. Pour la fonction, par exemple, x puissance n, la fonction dérivée sera égale à f' de x est égal à nx à la puissance n-1, etc., etc., etc. Je vous invite à apprendre par cœur ce tableau. Je crois qu'il en existe d'autres fonctions dérivées. En tout cas, je vous invite de manière générale à apprendre par cœur vos fonctions dérivées parce que vous en aurez besoin lors de calcul de dérivées. Donc, prenons par exemple f de x est égal à x carré. Donc, on peut utiliser du coup la deuxième ligne, cette fonction-là. En fait, c'est comme si on avait pris f de x à la puissance n avec n est égal à 2. Donc, pour obtenir la fonction dérivée f' de x, on sait que on a juste à remplacer le n par 2, ce qui va nous donner donc que en fait, la fonction dérivée de la fonction x au carré, c'est 2x 2 moins 1, ce qui donne 1.
et donc c'est bien égal à 2x. Donc la fonction dérivée de la fonction x carré et la fonction f' de x est égal à 2x, et donc cette fonction va nous permettre d'obtenir le nombre dérivé, c'est-à-dire à chaque fois le coefficient directeur de la tangente de l'abscisse qu'on va donner. Donc si par exemple, prenons f' de x, donc pour x égale à 3, eh ben, on va obtenir 6. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que sur l'abscisse 3 de la fonction x carré, ok, eh bien, si je prends la tangente sur l'abscisse 3, donc peut-être à peu près à ce niveau-là, ok, eh ben, je sais que mon coefficient directeur de cette tangente sera égal à 6. Donc bien évidemment, comme il est égal à 6, ça signifie que en 3, la fonction x carré est croissante. Parler des opérations sur les dérivés, et ça aussi, c'est quelque chose que parfois les élèves n'ont pas forcément conscience. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a souvent des fonctions hein, qui sont beaucoup plus complexes que le tableau que je vous ai présenté précédemment. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des fonctions qui contiennent des opérations à l'intérieur, soit des sommes, soit des différences, soit des produits, des quotients, etc., etc. Donc en fait, l'idée, c'est que on ne peut pas calculer directement la dérivée comme ça. Il faut à chaque fois essayer de passer par ces règles de dérivation, en fait, qui nous permettent de pouvoir dériver les fonctions proprement. C'est-à-dire que si lors de notre fonction qu'on veut dériver, on observe que ben, du coup, c'est une fonction qui contient une somme, eh ben, on va devoir passer par les règles de dérivation concernant la somme. Pareil pour la différence, pareil pour le produit. Si on observe qu'en fait, par exemple, notre fonction, c'est tout simplement un produit de deux sous-fonctions, eh bien, on va devoir passer par la formule du produit qui est u'v plus uv'. Pareil pour le quotient, etc., etc. Pour vous donner un aperçu, donc, on va passer par un petit exemple. Donc, on va passer par la fonction f de x est égal à 3x fois 2x plus 1. Et donc là, qu'est-ce qu'on observe? On observe que c'est une fonction qui contient deux sous-fonctions. Donc premièrement, on observe qu'on a, je vais changer de couleur, donc le premier produit, et en fait c'est un produit donc de deux donc de deux facteurs. Donc le premier facteur qui est 3x et le deuxième facteur qui est 2x plus 1. Donc on a u et v. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que U et V, c'est comme si c'était vraiment deux sous-fonctions. Ok? C'est vraiment deux sous-fonctions, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de U, à l'intérieur de V, ben, il y a du X. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de X, on peut ne pas le prendre comme une fonction. Donc là, par exemple, j'ai U et V, donc 3x pour U, 2x plus 1 pour V, et donc je vais appliquer la formule du produit qui est UV' plus U'V plus UV'. Donc je passe à la dérivée. Donc f' de x est égal à donc u'v. Donc j'applique la formule. Donc u'v. Et donc u' ça signifie que je dois dériver u. Donc u' ça donne 3. V, donc fois v fois 2x plus 1. Plus uv', donc plus u, donc 3x. J'ai juste à recopier la formule. Donc bien entendu, il faut aussi connaître par cœur, ces opérations sur les dérivés. Et donc se poser la question à chaque début de calcul de dérivée, est-ce que j'ai une opération sur les dérivés avant? Ça, c'est la première chose. Ensuite, passer par les formules qu'on connaît et que j'ai présenté le tableau juste avant. Et au fur et à mesure, le calcul devrait bien se passer. Donc, plus 3x fois v'. Donc, je dois dériver 2x plus 1. Donc, si je dérive 2x plus 1, donc bien entendu, on peut encore redécomposer, c'est-à-dire que dans 2x plus 1, on a une somme, sauf que la somme, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés, c'est-à-dire u plus v', ben, c'est comme si je dérivais indépendamment mon u et mon v. Donc, quand je dérive 2x, ça me donne 2. Quand je dérive 1, ça me donne 0, parce que la dérivée d'une constante est nulle. Donc, ce qui donne donc à la fin fois 2. Et donc, le calcul final,
Le calcul final, il est que on va obtenir donc 3 fois 2, donc 6x, plus 3, plus 3x fois 2, ça fait aussi 6x. Donc on obtient finalement 12x plus 3. Voilà. Et donc là, vous avez bien vu que du coup, on doit toujours passer par les opérations sur les dérivés en premier lieu afin d'observer quelle est la structure de ma fonction. Et ensuite, passer par les petites formules qu'on connaît, c'est-à-dire que le fait que 2x à dérivé c'est 2, 3x c'est 3, la dérivée d'une constante c'est nul, etc., etc. Donc voilà, c'est fini. Donc merci à vous d'avoir écouté la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre cette notion de dérivée. Donc voilà, je vais pouvoir en fait effectuer d'autres vidéos sur d'autres sujets, sur d'autres chapitres. Donc n'hésitez pas surtout à mettre en commentaire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner. L'idée, ça va être vraiment sur cette chaîne bah, de pouvoir fournir à ceux qui ne comprennent pas des méthodes, de la compréhension profonde, etc. Vraiment de la pédagogie, axé vraiment sur la pédagogie. Donc n'hésitez pas à me suivre et à mettre des commentaires. J'aurai peut-être des retours, voilà, je pourrais peut-être bah, vous fournir du contenu de meilleure qualité. En tout cas, merci à vous.